Merci beaucoup aussi à l'Espace éthique de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant vous pour essayer de vous proposer à partir de l'approche d'Amartya Sen, qui est un prix Nobel d'économie indien qui travaille sur les notions de désavantage et les notions de capacité, mot qui n'est pas traduit véritablement en français, qu'on traduit parfois à tort en termes de capacité, alors que je voudrais essayer de vous montrer que c'est bien autre chose que la notion française de capacité, et essayer de vous montrer pourquoi ça permet de penser peut-être la vie et surtout l'accompagnement de maladies neurodégénératives de façon un petit peu différente que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc je m'exprime en fait aussi au nom d'un collectif, d'un groupe de travail dans mon laboratoire au CNRS et à l'INSERM. On a travaillé pendant 3 ans sur l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer, donc c'est vraiment une pensée collective pour essayer de voir dans quelle mesure on pouvait mettre à l'épreuve cette approche, à l'épreuve des faits et de la réalité de l'accompagnement aujourd'hui. Alors, dans l'exposé liminaire à cette séance, il a été dit, parlant d'un patient, il sait ce qui est important pour lui, et c'est vrai que la façon dont ça a été présenté, ce que je conçois tout à fait parce que ces observations, on les fait très très quotidiennement, c'était aussi dans le sens que du coup c'est difficile éventuellement parfois d'accompagner ces personnes parce que ce qu'ils expriment ou ce qu'ils pensent être important pour eux n'est pas nécessairement ce que la maladie ou la façon de penser aujourd'hui, disons, les meilleurs soins tient compte de cet aspect. Et c'est précisément ce que la théorie des capacités d'Amartya Sen essaye de penser, c'est comment est-ce qu'on peut, même en cas de maladie dégénérative, essayer de garder à la personne les moyens d'exprimer d'une façon ou d'une autre, bien sûr, sans le mettre véritablement en danger, mais comment est-ce qu'on peut lui garder un espace de liberté lui permettant de choisir encore ce qui importe pour lui et de l'exprimer. Donc très précisément, lorsque vous prenez la notion de capacité telle qu'elle est utilisée par Sen, c'est vraiment de l'exprimer comme il y a des fonctionnements dans la vie quotidienne. Ces fonctionnements sont de diverses natures, mais je vais rester sur des exemples de fonctionnement simple. Un fonctionnement simple, c'est comment finalement aujourd'hui assurer les soins quotidiens à sa personne, sa toilette, sa façon de s'habiller. Je prends des exemples qui correspondent et qui sont particulièrement prenants, notamment dans les phases avancées de la maladie d'Alzheimer, ou un autre type de fonctionnement qui est la capacité à s'occuper de son intérieur. Et l'idée, si vous voulez, de la capacité par rapport à ces fonctionnements sont diversifiés, c'est que en fait, la capacité, c'est un fonctionnement auquel on accorde de la valeur, on attache de la valeur qu'on préfère faire par rapport à d'autres types de fonctionnements qui sont possibles ou qui existent. Et quand on fait ce passage entre comment on fait ou qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on lui attache de la valeur, on voit bien, et Sen le montre, que finalement, on fait un ajout. Ce n'est pas simplement une capacité ou une compétence physique, et ce qui est important, et c'est ça qui sort la capacité de la capacité, c'est qu'on lui fait un ajout au debout. En amont, pour pouvoir dire qu'il y a un fonctionnement qui est préféré, ça suppose de dire qu'on a porté une attention à l'espace de liberté d'amont qui donne la possibilité de choisir entre plusieurs fonctionnements. Et si vous êtes dans une situation très très contrainte, comme peut l'être la maladie, en fait, il y a des réductions de cet espace de liberté. Un certain nombre de fonctionnements ne sont plus possibles, parmi lesquels peut-être des fonctionnements qui étaient ceux auxquels la personne attachait de l'importance. Et cette conversion, cette réduction de l'espace des libertés est en fait liée à un certain nombre de contraintes. Amartya Sen utilise le mot de facteur de conversion pour l'expliquer, et il est intéressant de noter que justement Armelle de Bruy a évoqué aussi de la notion de conversion que la maladie peut apporter, mais dans un sens on le voit bien différent. Et cet espace de liberté, il a 2 sens, en fait, parce qu'on choisit
un fonctionnement valorisé, qui est donc la capacité, les capacités étant l'ensemble des fonctionnements valorisés, et il est valorisé en fait par rapport à un aspect qui est en aval, qui est pourquoi on le valorise, parce qu'on y attache de la valeur, parce qu'il permet d'accomplir un certain nombre de buts, de finalités, d'objectifs, d'attentes, pour reprendre un des mots de ce congrès qui, je crois, est extrêmement important et sur lequel il faut travailler et réfléchir, et que ces attentes sont une composante extrêmement importante de la personnalité, on l'a évoqué un peu ce matin et hier, de la personne, et avec l'hypothèse que ces attentes, même s'il y a une conversion liée à la maladie et à la maladie neurodégénérative, un certain nombre de ces attentes demeurent, et la personne, même si elle a du mal à les exprimer, a encore en elle des fonctionnements qu'elle valorise parce qu'il y a un certain nombre de choses et de valeurs et d'attentes auxquelles elle attache plus d'importance que dans d'autres. Cette notion en fait de valeur et cette notion de liberté qui viennent en chasser la notion des compétences, de ce qu'on peut faire et des capacités à choisir les fonctionnements qu'on valorise, en fait est conçue aussi par Amartya Sen comme étant les moyens, disons, d'évaluer les désavantages entre les individus, entre les groupes sociaux. C'est dans une logique de justice sociale et d'approche politique de comment faire pour essayer de réduire les désavantages entre les personnes, sans se heurter à un problème que les économistes connaissent bien, mais d'autres aussi dans la vie de tous les jours, c'est comment est-ce qu'on peut comparer des choix, des valeurs, des préférences individuelles qui sont extrêmement variables, et pourquoi, qui peut se permettre de dire telle valeur, telle attente, tel objectif est supérieur à un autre. Donc on est véritablement dans une dimension politique et de justice sociale lorsqu'on regarde cette approche. C'est intéressant parce que ça permet aussi de penser, si vous voulez, ça donne un contexte et un guide pour penser différemment un petit peu les actions d'accompagnement, notamment dans notre société dans laquelle les gestes et les fonctionnements deviennent très codifiés, très standardisés, non seulement par des notions de connaissances scientifiques, mais aussi par des approches évaluatives. Et on se dit, même pour des gestes très simples, il n'y a qu'une seule façon de le faire et de le faire bien. Or, lorsque vous commencez à réfléchir sur l'idée, il peut y avoir des choix, donc ça veut dire qu'on peut aussi, et même quand on accompagne, on peut faire les choses différemment, parce qu'éventuellement il y a des finalités, des objectifs qui sont attendus, qui sont recherchés, qui ne sont pas les mêmes. Ça oblige à déplacer le regard, non seulement en amont et en aval, comme je viens de le dire, mais aussi sur les façons de le faire, même pour des gestes d'accompagnement quotidien tout à fait simples. Et c'est sans doute un des apports empiriques les plus importants, je crois, par rapport à la maladie, dégénérative telle qu'on l'étudie jusqu'à présent, et notamment par rapport aux grilles de besoins de ces personnes. C'est vraiment de commencer à déplacer le regard en disant « oui, mais si vous voulez accomplir une toilette, si vous voulez aider quelqu'un à vivre dans son quotidien », pour reprendre les deux exemples que j'ai pris tout à l'heure, il n'y a sans doute pas une seule façon de faire. Il y a peut-être une façon où, a priori, on pense que c'est comme ça qu'on est le plus efficace, mais c'est sans doute pas celle-là auquel la personne peut apporter de la valeur. Et donc, il est important de s'intéresser sur comment on va faire et sur quelles raisons on s'appuie pour dire « je choisis d'aider une personne de cette façon ou d'une autre ». L'idée étant d'essayer, dans la forme d'accompagnement, de pouvoir essayer de trouver les modalités qui permettent, d'une part, et je reviens à préserver un espace de choix et laisser un espace de choix à la personne pour qu'elle puisse d'une façon ou d'une autre exprimer ce à quoi elle attache de la valeur et quelles seraient ses préférences. On peut prendre l'exemple, si je reprends un exemple simple que tout le monde connaît sur la façon de faire la toilette. Si on fait l'hypothèse que les personnes souhaitent, ça reste quand même une approche dans laquelle l'autonomie personnelle est fortement valorisée et souhaitent la faire seule, c'est comment on peut trouver les moyens, non pas de se substituer bien sûr complètement à ce qu'on estime qu'elles ne sont plus en capacité de faire, mais d'essayer de voir comment on peut les accompagner en leur laissant l'espace, disons, le plus possible, de faire un certain nombre de choses par elles-mêmes en faisant l'hypothèse que c'est le comportement qui est le plus valorisé. Et là, on voit aussi que du coup, ça
ça oblige à sortir, disons, de la routine des façons de faire et à chaque fois, chaque jour, presque se demander comment aujourd'hui la personne souhaiterait le faire. Et on voit que c'est en fait une disposition à agir qui est un petit peu différente que la référence à cette théorie permet d'ouvrir. Et finalement, la finalité de ça, c'est ces deux choses. La première, c'est d'essayer de comprendre ce que la personne valorise. Ça veut dire que quelque part, on lui laisse aussi, on fait l'hypothèse, et l'hypothèse forte, qu'elle reste titulaire de préférence, qu'elle a les moyens de faire connaître de façon plus ou moins claire. Mais en tout cas, il faut se mettre en position et en posture de garder cette hypothèse. Et deuxièmement, vous le faites aussi parce que dans l'approche de scène, ça veut dire que vous l'aidez, je dirais, à augmenter les chances d'avoir un fonctionnement qu'elle valorise, donc à augmenter, entre guillemets, ses capacités, les capacités étant le soubassement de cette approche du désavantage dans cette théorie de justice sociale, et qu'effectivement, dans ces cas-là, on réduit le désavantage et donc on va vers une meilleure justice sociale. Mais il est évident aussi, et je prends encore quelques vraiment très courts, si vous me laissez une minute, c'est qu'il faut bien sûr regarder les capacités, bien sûr, de la personne malade, mais aussi de l'accompagnant. Et on voit aussi que là aussi, parce qu'il est bien évident que la personne, elle a le droit aussi à ne pas être dans une situation de désavantage, et ça oblige à regarder sa liberté de choix de faire un accompagnement, mais aussi les finalités de cet accompagnement, sachant que les finalités de ce choix d'accompagnement peuvent être aussi tout à fait valorisées et pas simplement pensées en termes de désavantages pour elle ou de choix contraints, mais que ça peut être aussi un objectif et une attente. Et juste le mot pour conclure, on voit très bien que dans ce cas-là, et dans la mesure où il y a une capacité de la personne qui accompagne, qui a une finalité volontaire exprimée, qui a fait le choix d'aider la personne malade, on peut parler, et nous on propose de parler de capacité par faveur, c'est-à-dire que l'engagement de cette personne dans cet accompagnement, dans ce contexte, et cherche en fait à améliorer les capacités de la personne malade, donc lui fait un transfert de ses propres capacités. Bien sûr, elles sont complètement intriquées, et la position de justice sociale exige, si vous voulez, que la collectivité, que la société, en fait, prennent soin aussi, bien sûr, et c'est une forme d'aide aux aidants, mais qui là aussi déplace un peu le regard et permet de la penser sans doute peut-être un petit peu différemment, qui est qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter les capacités des personnes aidantes et accompagnantes de telle sorte qu'elles puissent transférer ces capacités par faveur à la personne malade. Je vous remercie.